Bonsoir Jean-Pierre-Émilie Senghor, merci de nous recevoir dans ton espace de travail. Diaspora, c'est toutes les musiques, c'est tous les genres musicaux, mais Diaspora, c'est aussi à la découverte des artistes. On a eu à découvrir beaucoup de chanteurs dans différents numéros. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un instrumentiste. De surcroît, claviste, ou bien comme on dit? Clavieriste, keyboard. Keyboard. Clavieriste. En bon français, c'est clavieriste. À l'origine, je suis pianiste d'ailleurs, mais après, voilà, pour une question de commodité, parce que le piano, c'est extrêmement lourd, et surtout les possibilités qu'offre le clavier. C'est-à-dire, on a une infinité de timbres avec les samples et toute la partie même séquenceur et tout ça. On peut faire tout un disque à partir d'un clavier aujourd'hui. Donc, inévitablement, on finit sur le clavier. Peut-on revenir un peu sur le rôle du claviste, du keyboard, comme tu le dis? Tu te définis comme auteur, compositeur, arrangeur. Y a-t-il une différence entre toutes ces citations que je viens de dire? Auteur, compositeur, claviste, arrangeur. Je suis très peu auteur, je suis compositeur. En termes musicaux, en fait, je veux qu'on revienne un peu dans les termes musicaux. Les gens se qualifient toujours. Moi, je suis arrangeur d'album, moi, je suis auteur. Il y a une réelle confusion de rôle et de fonction, de titres, disons. Est-ce qu'on peut avoir tous ces titres en même temps? Bien sûr, parce qu'il y a des titres, on peut avoir une certaine expertise, après assurer une certaine fonction, en tout cas dans la production d'un album. Un guitariste peut être compositeur, réalisateur, producteur d'un album. On n'a même pas besoin d'être musicien d'ailleurs pour être producteur d'un album, des fois. Moi, j'aimerais, pour amener ça à la question en tout cas à moi, je suis plus un réalisateur musical. C'est-à-dire que sur un projet d'un album, je sais faire, n'est-ce pas, le lien et mener à bien une entreprise comme ça en alliant tout le côté musical, artistique et le côté technique aussi. Donc voilà, un studio c'est assez complexe et il faut être à jour pour tout ce qui est nouvelles technologies et tout ça. Savoir choisir les micros, les instruments, le genre de prise de son et surtout pour nos instruments traditionnels d'ailleurs, c'est pas très évident. Et ensuite avoir une certaine culture musicale, une culture générale aussi, pour, n'est-ce pas, là on est plus sur l'esthétique musicale, sur le style musical même, et voilà. Donc il y a des confusions parce que c'est des métiers à part entière, et au Sénégal il n'y a pas encore cette spécialisation. Donc on se rend compte que très souvent les chanteurs, je veux dire, les musiciens de manière générale s'autoproduisent. Et comme le public est très axé sur la voix, sur le chant, donc c'est les chanteurs qui sont au devant très souvent et qui finissent par produire. Mais ce n'est pas forcément les gens les mieux indiqués pour gérer, pour être le maestro, disons l'architecte d'une production musicale. Parce que, comme je dis, il faut d'autres connaissances. Il faut d'abord une connaissance musicale, connaissance technique, une culture générale et même une approche plus managériale et marketing pour la cible et après comment vendre. C'est toute une industrie, disons. On va revenir tout à l'heure un peu sur ton projet que tu as eu, qui est initiateur d'un grand projet qui est à la rencontre de plusieurs, je dirais, genres musicaux ou plusieurs... Je me suis amusé à... Pourquoi d'ailleurs, justement? Moi, au départ, bon, les téléspectateurs ont compris que j'ai fait un très long séjour hors du Sénégal. Donc, à mon retour, il y a... D'ailleurs, le projet s'appelle Jam ak Salam, un peu pour ça aussi. Au-delà du jeu de mots, Jam Salam, Jam, le Jam Session, qui est la rencontre des musiciens. Mais j'avais envie de me mettre à jour. Après une absence aussi longue, je suis donc allé à la rencontre des musiciens et des styles de musique qui composent, n'est-ce pas, ce scénario musical dakarois et même sénégalais. Et donc ça m'a fait rencontrer beaucoup de... Moi j'aime les niches, j'aime pas le mainstream, même si on en a besoin bien sûr, mais j'aime aussi découvrir les choses qui se cachent, qu'il faut aller chercher. Et j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y a une scène très dynamique et très créative
une jeunesse qui en veut, et qui est très créative et qui n'a pas justement les moyens, en tout cas les armes nécessaires, les structures, et pour mener à bien une production professionnelle. Il faut le rappeler, vous faites partie des groupes mythiques des années 70, je crois, 75, 64. Fin des années 70. Fin des années 70. Avec le Batakhal. Avec le Batakhal. Ouais. Nous-mêmes, on vient d'une école comme celle du Khalam, qui eux-mêmes viennent d'une école comme les Osibissa, Yugma Sekela. Et c'était, voilà, c'était vraiment, il y avait une effervescence extraordinaire. Parce que très souvent, ce qui alimente la musique, ce n'est pas la musique elle-même. C'est des idées qui sont là, c'est d'autres choses. Mais le Batakhal, c'était une bande de copains aussi à l'époque, très jeune âge. Mais c'est la musique qui nous a réunis. C'est la musique qui nous a réunis. Ce n'est pas une bande de copains qui ont décidé de faire de la musique. On faisait de la musique et les gens sont arrivés un par un, justement. Ça a commencé avec Ibo et moi. Et après, Oumar Sow, Djangos et Piquet sont arrivés. Tu as eu une grande expérience au Brésil. Est-ce du côté jazz ou la samba, ou bien comment on peut distinguer cette musique brésilienne aujourd'hui? Bon, il y a deux approches, c'est-à-dire par rapport à mon instrument comme musicien, bien sûr. J'ai essayé de travailler tous les genres musicaux et je crois que l'environnement a été propice à ça au Brésil. C'est une grande industrie musicale. Non, même avant l'industrie, il y a une culture musicale très métissée. On sait que même biologiquement, l'histoire du peuplement brésilien, il y a toutes les races. Et donc, ça se reflète aussi dans la musique. Ensuite, il y a vraiment des écoles de musique, il y a une industrie musicale et il y a surtout un grand marché. Et donc, voilà, les éléments sont réunis pour que tout aille bien, quoi. Donc, moi, je crois que ce que j'ai beaucoup appris là-bas, c'est justement cette ouverture. Et aussi cette polyvalence. C'est très éclectique, je sais plus, éclectique. Donc, bien sûr, on travaille un peu toutes les musiques. Et après, il faut voir, et même on mélange les musiques aussi. Donc, le Brésil, c'est un pays selon la région où on est, dans le nord-est, dans le sud. On a affaire à la samba, qui est le rythme national, ce serait un peu notre mbalax national ici. Mais il y a beaucoup d'autres rythmes. Et ensuite, même l'évolution de ces rythmes. La samba mélangée au jazz, ça a donné un peu la bossa nova. Et aujourd'hui, il y a des symbioses très intéressantes aussi, parce qu'ils sont, avec leurs rythmes locaux, qui sont déjà des mélanges de rythmes africains et de rythmes indiens, et ils y ajoutent les guitares saturées, le rock, les musiques électroniques. Donc c'est une musique très dynamique. C'est très dynamique. Tu as commencé violoniste. Le violon, ouais. Très tôt. Ça, je n'avais même pas choisi. Oui. J'ai eu la chance, voilà, de naître dans une famille où on a tous fait de la musique. Ça faisait partie de l'éducation. Et moi, j'avais choisi le violon. Je n'avais même pas choisi. Les hommes, c'était le violon et les filles, le piano. Et donc, mais moi, l'instrument que j'aimais, c'était le piano. Mais de 6 à 12 ans, j'ai fait du violon. Et bien sûr, même si je ne sais plus en jouer aujourd'hui, il y a des séquelles. Disons, j'ai l'oreille et une sensibilité que c'est le violon qui me l'a donné. Parce que le violon, il n'y a pas les barrettes comme c'est vraiment c'est l'oreille et la position qui te donne la note. Et quand je suis allé au Brésil pour faire des études d'architecture, et pendant mes études, j'ai rencontré des musiciens africains. Et il y en avait un d'Amérique latine, du Suriname. Et on a monté un trio avec des musiciens engagés aussi. Et on a fait un groupe qui a marché mais très rapidement, à cause du concept musical aussi. Parce qu'on partait de la musique africaine et on y amenait d'autres éléments, la musique africaine traditionnelle, notamment ce chanteur du Gabon. Et on amenait donc des influences plus jazzy, plus pop. Et les Brésiliens ont beaucoup aimé. Parce qu'il faut dire que même si c'était un pays à 60% black, il n'y avait pas une expression black, en tout cas à ce niveau, pop rock et tout ça. Il y avait bien sûr la samba. Et après, tous les mouvements de Salvador et tout ça, ils sont arrivés dans fin des années 80 d'ailleurs.
Jean-Pierre et moi, c'est une histoire de famille déjà, c'est mon oncle. Quand il a démarré les activités du studio DJ, on s'était dit qu'on travaillerait ensemble. Donc l'histoire de ce morceau, c'est que c'est un texte en fait que j'ai écrit un soir à la maison sur une musique comme ça que j'ai parmi les musiques que j'avais à la maison, mais je savais que j'allais pas garder celle-là. Donc c'était un texte en fait qui n'avait pas de musique pour l'instant. Jean-Pierre l'a découvert un jour où je suis monté sur scène avec Ismaël Lolo. En fait, il m'a invité sur un morceau. Et après ça, après ma prestation, il est venu me voir et il m'a dit écoute, ce texte, il faut faire quelque chose avec. Est-ce qu'il a un morceau? Je lui ai dit écoute, ça tombe bien, ce morceau, ce texte en fait n'a pas d'instru. Donc on est là, on est là. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il m'a dit en plus, je pense que ce serait bien d'avoir une collaboration sur le morceau. Croiser les styles en fait, tu vois, deux artistes qui évoluent dans des univers différents, qui se retrouvent en fait sur ce morceau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Africa, yeah. Africa, Havana, Non, là, ça t'est un peu. Non, c'est bien. Ah, parce que j'ai un domaine à côté. Africa, Havana, for the mother family. J'ai eu la chance de croiser Ahmed Mal pour la réalisation de ce morceau. Grosse séance de travail avec Jean-Pierre, avec Ahmed au studio pour créer le morceau, créer l'ambiance, créer la magie, quoi. C'est comme ça que je suis venu rencontrer Jean-Pierre, il m'a fait écouter le morceau, après il a appelé Nix, tac, on a commencé le boulot et c'est vrai que c'est un morceau très magique et c'est comme ça que je suis venu. Il y a la basse, il y a le beat quoi. Paraît qu'on était riche, fort, qu'on était frais, mais pour le commerce triangulaire, en fait, on n'était pas prêts. On n'était pas fait pour cultiver leur coton. On était encore moins pour dealer avec le colon. Comme je dis, il y a deux tendances en fait dans le son. Il a un côté jazz, tu vois, je trouve. Et quand le refrain rentre, il rentre dans un autre, ça rentre dans un autre univers. Tu vois, avec les violons qui viennent, la voix d'Ahmed, c'est vraiment bien bossé. On veut tous sauver l'Afrique, mais sauvons d'abord l'Africain. Africa, 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 Havana, for the mother, ayo, C'est une répétition, on est en live, je dis quoi? Quel regard vous portez sur la musique sénégalaise, après votre expérience? À cette époque, il y avait un esprit assez romantique. Il y avait une façon d'aborder la musique. Dans les années... Qui faisait toute la beauté de cette musique-là. Dans les années 70. Oui, fin des années 70. Et la musique sénégalaise n'a pas forcément évolué. Elle a changé, hein? Elle n'a pas forcément évolué. Parce que moi, quand je fais référence à donc, tous ces groupes-là de l'époque, parce qu'il y a quand même le Halam et le Super Diamono, Watosita, et en Gambie, à côté, il y avait quand même Yves Ambouniben, le Guéloa. Et chacun avait sa personnalité, son concept et son esthétique musicale. Et c'est ce que je ne retrouve, c'est ce que je déplore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, une omniprésence d'un seul rythme, d'une seule couleur musicale, et qui ne reflète pas justement toute la diversité, la richesse et le bouillonnement qu'il y a à Dakar. Parce que voilà, les gens ont tendance à aller voir les concerts dans 2, 3, 4 salles, mais la musique, ça se fait dans beaucoup d'endroits, il fallait la chercher aussi. Et c'est peut-être l'absence justement de cette industrie musicale qui permet le renouvellement. Mais je crois que ce côté-là, même si aujourd'hui il y a beaucoup plus de médias et il y a une
par rapport à l'époque en tout cas. Il y a beaucoup plus de studios d'enregistrement, c'est plus facile de faire son disque, c'est plus facile de Est-ce qu'il n'y a pas trop de propagande? La musique en soi n'a pas évolué, au contraire, elle a régressé. Et ça, c'est dû à la propagande, c'est dû quoi? C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à beaucoup de choses. D'abord parce que là, il faudrait poser. Vous voyez, moi, je suis un musicien, réalisateur, producteur, et j'aime pas avoir des positions qui seraient plus d'un musicologue ou de nos sociologues ou même de nos acteurs culturels, je veux dire. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est amener vraiment ma participation de manière objective, faire une analyse, un constat, un diagnostic, et apporter ma contribution. Mais objectivement, voilà, j'ai un produit, j'ai composé, j'ai produit, j'ai réalisé. Vous avez fait Jam ak Salam. Est-ce qu'il y a une industrie musicale autour? Non, Jam ak Salam, justement, c'est une contribution à ça. On remet en question. Il n'y a pas d'industrie musicale. Au Sénégal? Non, il n'y a pas d'industrie, malheureusement. Il y a beaucoup de... Et même la création. Il y a de la création, il y a de la production, mais ensuite... Quand vous dites industrie musicale, c'est quoi? C'est la promotion, c'est un tout, l'industrie musicale. Okay. C'est un tout de tout ça. Et même si on enlève le musical, on comprend ce que c'est l'industrie. C'est de la production. Mais là, je veux parler... D'un côté, il y a des gens qui produisent, et de l'autre côté, il y a des gens qui consomment. Mais entre les deux, il y a des maillons, il y a une industrie. Et donc, quand on parle, c'est quand même plus délicat, plus sensible quand on parle de musique. Parce que ça a trait quand même à la culture. C'est pourquoi il y a un domaine de cette discussion que je ne veux pas, parce que là, c'est beaucoup de polémiques et puis on peut passer. Il y a des années que les gens en parlent. Moi, je suis parti d'ici, on parlait de ça, je reviens, on parle encore de culture. Et il est temps qu'on parle d'industrie culturelle, d'industrie musicale. Et il y a même des concepts beaucoup plus amples aujourd'hui qui parlent d'industrie créative. Donc, l'industrie créative, qui n'est pas... La musique, c'est pas ça. C'est pas seulement ça, en tout cas. Il y a la culture, qui n'est pas que la musique. Il y a la musique et il y a l'industrie musicale. Donc, il faut une nouvelle politique. Donc, il y a tout un grand discours où on revient sur le statut du musicien. Il faut que la musique nourrisse son homme, tout ça. OK, donc il faut vraiment mettre le point sur l'industrie musicale, qui est des studios. Par exemple, juste un exemple. Je viens de terminer ce projet. Parce que je veux faire aussi un produit, un disque matériel. Mais pour faire la duplication, mais c'est tout un problème au Sénégal. Il n'y a personne qui est spécialisé dans ça. Donc on fait les jaquettes ici, et on fait et puis rien de très, je veux dire, spécialisé. Mais est-ce qu'il y a le marché pour ça? Mais le marché, ça va se... D'abord le marché, justement, et c'est là où il y a la différence. La musique, c'est peut-être un des produits qui traverse les frontières et le monde entier. Donc il faut bien sûr qu'il y ait certains accords à d'autres niveaux. Mais la musique, par exemple, je ne te fais pas manger un plat que tu ne... Voilà, la musique, tu l'écoutes, tu aimes, tu consommes. Tu vois, on ne t'oblige pas. Ce n'est pas comme vendre... non, je ne veux pas faire de pub aussi pour d'autres produits. Mais la musique, elle a justement cette caractéristique, cette capacité. Tu fais de la musique ici et aujourd'hui avec Internet, on le sait, le gars qui est à Londres, au Japon, il la consomme, il aime, il te met like, j'ai liké, tout ça, il te fait un commentaire. Donc, il ne faut pas que les créateurs, qu'on se limite au Sénégal, quoi. On est sénégalais, mais on fait une musique pour le monde. Donc, même à des niveaux, donc le monde d'abord, la sous-région, l'UMOA, on est combien? L'Afrique, il y a 1 milliard d'Africains. C'est déjà un marché extraordinaire, ça. Et ensuite, il n'y a pas de limite, quoi. On va vendre au Brésil, on va vendre aux États-Unis, on va vendre en Europe. Donc, il faut créer aussi dans ce sens-là, c'est ça la cible. Ce projet est un projet qui est parti de Dakar. Moi, je partais de Bruxelles pour rencontrer des amis ici. Et finalement, dans le tas, je rencontre Jean-Pierre. Qui me parle de ce projet, un projet magnifique qui réunit des artistes de Dakar, du Brésil, et de toutes les influences artistiques. Ça valait la peine que je puisse faire un tour et que je puisse écouter le projet en lui-même. Je crois que tu peux t'amuser d'abord. C'est libre quoi, vraiment, regarde. Basique, c'est ça.
studio, tu rencontres des gens bien. Forcément, ça te met bien. J'ai toujours un souci sur Alors, dans le terme artistique, ce qui a été fabuleux, c'est que je suis arrivé sans pouvoir calculer quoi que ce soit. Donc je suis arrivé, j'ai découvert la musique sur place, ici au studio Djek. J'ai écouté 2-3 sons, il y a un son qui m'a intéressé. Donc finalement, je fais le morceau, j'écris le texte sur place. Je découvre les harmonies qui ont été faits. Directement, ça m'a intéressé parce qu'on n'était pas focalisé sur le malheur. Et ça sortait un peu de ce cadre-là et que ça ramenait quelque chose de nouveau. Un chanteur qui chante sur les harmonies, ça c'est super ça. Et finalement, on a un morceau. Le kiff dans ce projet, c'est ça. Jean-Pierre Senghor, qui est resté pendant une vingtaine ou trentaine d'années au Brésil, et qui revient ici avec une vision de l'extérieur. C'est cette partie où il y a un soubassement quand même rumba. Très. C'est rumba et africain. Moi qui pars du Congo-Brazzaville, et on se retrouve ensemble sur un projet. Donc on a un pied entre les continents. Le morceau s'appelle Ntangu. Ntangu, c'est tout simplement le soleil. Mais Ntangu, c'est aussi le temps, les choses à venir. C'est maintenant pour la nouvelle génération, pour l'espoir. Time is up. Yes, I. Time is up. Il était très important pour moi de pouvoir aussi ramener ma touche, l'Afrique centrale. Parce qu'à un moment aussi, j'ai sorti mes bouteilles, Pygmée, je me suis éclaté. Forcément, on a le même discours. Pouvoir partir de la musique traditionnelle pure et de le ramener sur les scènes internationales. Le plus important, c'est de découvrir l'album. L'album, c'est un album de fou. L'esprit qu'il y a autour te permet de voyager. Fly. Afrika yetu yazanguka Baba mateke mana mafa mana mayingana ni mama butuka e mapele Latate toni jotu sololo sombori malengele mabengele wansu Chimani chimaranga wani ame wara chitela wara zonzela kwe babo solo kwe munzaya ta solo no tagana sane no pote ngatubinu mubi kwiza zaya fukana tapata yangalala mungu nzambili boka solo lo zaya mona ye yashfeti shimba sana. Jamak Salam, c'est sur le marché ou c'est... Parle-nous un peu de ce projet d'ailleurs, ce projet, ce mécanisme, comment il a été monté. Bon, Jamak Salam, c'est de la création au départ. Même si on a toute cette expérience et que finalement c'est un produit comme les autres, c'est comme je disais, c'est de la musique quoi. Donc je te dis qu'au départ, Jamak Salam, c'était ça. C'était rencontrer le maximum de musiciens et de styles musicaux ici au Sénégal. Ça vous a pris du temps quand même. Donc ça a été un dur labeur de 3 ans.
Vraiment, on a vraiment travaillé là-dessus. Et ensuite, quand c'était fini, c'était justement trouver toute la stratégie de marketing, toute la stratégie de distribution, de promo, des choses qui n'existent pas vraiment au Sénégal, parce qu'il n'y a pas justement Et vous pensez ces autres maillons, en tout cas des gens spécialisés dans ça. Parce qu'au Sénégal, on a un peu inversé les choses. Au Sénégal, il y a un star system, alors qu'il n'y a pas d'industrie musicale. Donc, ça rend les stars très fragiles d'ailleurs. Donc, alors par contre, il y a un vrai star, parce qu'il y a des stars, quoi. Il y a des stars, mais il n'y a pas d'industrie, il n'y a même pas un vrai marché. Donc, il faudrait peut-être qu'on re-questionne tout ça. Donc, ce projet Jam ak Salam, c'est un peu ça. Si tu remarques que la promo est différente, il y a des clips, bien sûr, mais avant ça, toute la partie promo, je montre beaucoup un aspect making of. Comment on fait, comment on travaille en studio. Et au niveau de la promo aussi, c'est différent. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui savent le faire ici au Sénégal. On a beaucoup de marketeurs. Parce que la finalité aussi, c'est de mettre ça sur scène. Faire un groupe, une série de concerts, son et lumière. Mais là aussi, avec un concept de spectacle. C'est pas aussi être sur scène et faire une succession de morceaux. Tu vois. Et le fait d'avoir plusieurs artistes, parce que c'est pas aussi un artiste après l'autre, c'est aussi que les artistes se rencontrent sur des musiques qui ne sont pas forcément leurs univers habituels. Et donc, c'est très intéressant tout ça. Diaspora et bien sûr ton public et tes téléspectateurs. Et je leur donne rendez-vous très bientôt avec la sortie de l'album et surtout les concerts. Donc, Jam ak Salam, gars. C'était Diaspora avec Jean-Pierre Senghor et Emily. On se retrouve prochainement. Salam alaikum. Mi jam la lindale, mi wusuk la findale. Mi jam la lindale, mi wusuk la lindale. Mi jam la lindale, mi wusuk la lindale. Mi jam la lindale, mi wusuk la